Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour famille. Et pendant qu'au Burkina Faso et au Mali, on est en train de faire cultiver les enfants, c'est-à-dire en train de donner une éducation de valeur aux enfants. Et quand j'ai dit une éducation de valeur, c'est que on est en train de changer la mentalité du futur génération. Au même moment, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on sait faire, c'est d'aller casser la maison de la population, racler tout et laisser la population elle-même abandonnée à elle-même sous la pluie. Et pire encore, dans des moments de pluie, en ces moments de pluie-là, qu'ils ont décidé d'aller racler tout un quartier. Et vous savez quel argument ils donnent? Que non, que tout le terrain-là, c'est-à-dire tout le quartier-là, appartient à une personne qui est partie demander quoi à la justice et la justice a donné son ok. C'est pourquoi ils sont venus racler tout un quartier. Genre, c'est qui cette personne qui se permet d'acheter tout un quartier en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas un Libanais ou un Français, dites-moi. Donc vous êtes capable de sacrifier vos frères libanais, vos frères, vous êtes capable de sacrifier vos frères africains, vos frères ivoiriens au détriment de Libanais ou de Français. Est-ce que vraiment ça va chez vous? Ben, j'ai vu l'argument du maire de cette localité-là. J'étais choqué. Il est parti, il disait ces conneries-là à la population. Est-ce que dire ça à la population, c'est une solution? Famille, je vais vous mettre les vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. D'abord même, je vous mets les vidéos de comment les enfants au Burkina Faso et l'actualité, celui qu'on a interdit à 20 ans de rentrer sur le sol malien, parce que les présidents de l'AES sont en train de prendre des bonnes initiatives pour leur pays. Au même moment, en Côte d'Ivoire, je vous mettrai aussi les vidéos de ce qui est en train de se passer là-bas. À vous de comparer et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu ce qui se passe au niveau de la Tunisie, vraiment. Il faut dire qu'il ne faut pas souhaiter ça à ton pire ennemi. D'accord? Il ne faut pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Et dans cette vie, chacun fait le choix de vivre là où il veut. Mais nous devons savoir quelque chose. Nous, les Africains de subsaharienne, nous devons savoir quelque chose, que nous ne sommes pas aimés et nous ne serons jamais aimés, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un futur éloigné, ni proche. On doit retenir cette mentalité dans notre tête une fois de bon. Peu importe là où on arrive, on serait maltraité, on serait traité d'une humain. Donc, le mieux là, c'est de rester chez soi. Je me blesse autant pour moi. Donc, j'ai vu les gens qui disent que non, comme les Marcos qui disent que non, même s'il faut les dire, il faut les dire parce que on ne peut rien faire pour eux, qu'ils cherchent quoi là-bas. Bon, c'est bien beau de demander à quelqu'un qui cherche quoi dans un pays étranger où on ne l'aime pas, mais ça reste à savoir quelles sont les conditions qui ont poussé cette personne à partir dans ce lieu-là, qu'il sait bien qu'on ne l'aime pas, mais il est obligé de vivre malgré elle, au fait. Que la personne est obligée de vivre malgré elle dans cette situation où elle est consciente que personne ne l'aime, en fait. Donc moi, je pense qu'il doit avoir bien une raison à cela et interpeller les autorités compétentes concernées par cette situation pour qu'ils puissent faire quelque chose et libérer nos frères et sœurs qui sont en Tunisie en détresse actuellement, parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est pas de la blague. Donc je vous mets aussi les vidéos, vous allez voir ce qui est en train de se passer et ce que les gens en pensent. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on se capte à la fin. Comment vous percevez la démocratie? Quand nous suivons l'actualité internationale, on constate que les pays les plus forts dominent les pays les plus faibles. Les droits ne sont donc pas respectés. Alors qu'au camp vacances Faso Mebo, on nous a appris que les plus forts doivent aider et protéger les plus faibles. Donc moi je pense que le monde est injuste. Ah, le monde est... Poto, ouais. C'est le président Goïta. L'espion français qui a été arrêté là, au Mali, condamné 20 ans de prison ferme. Et déjà Paris se met à pleurnicher comme quoi ce sont des accusations sans fondement. Aïe.
les choses ont déjà changé. Personne ne fait plus peur à personne. Si c'était avant là, il serait déjà à Paris. Mais maintenant là, il va lire l'air, c'est sûr. Il va bien lire l'air et compter les étoiles. Yann Bézilier, l'agent de la DGSE française, a été condamné à 20 ans de prison et de 20 ans d'interdiction de venue au Mali. Il a été également condamné à payer 3 600 000 francs CFA à l'État malien. Il doit payer les francs symboliques. Il a également été condamné aux dépens. Ce qui veut dire que tous les frais d'huissier, les frais de grève, les frais pour les témoins, c'est-à-dire que si on a payé de l'argent pour que les témoins puissent venir, il doit payer ces frais-là également. C'est une condamnation qui est quand même très lourde. La source a été tirée par la publication de Abdullah Nyang. Au Nigeria, le phénomène est né exactement de cette façon. De quelle manière? Mohamed Youssouf, un imam, c'est lui qui a créé Boko Haram, qui est devenu un désastre aujourd'hui pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il est parti en Arabie Saoudite faire ses études. À son retour au Nigeria, on l'a aidé à financer des mosquées et des médersas. Il s'est installé dans une zone musulmane où il y a la pauvreté, il y a d'autres facteurs négatifs pour l'État. Et il a commencé à dire que tout est haram, tout est interdit. Toutes les valeurs occidentales que nous avons chez nous sont haram. Il faut l'islam. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à dénoncer l'abus des magistrats, la corruption, la pauvreté. Donc il a eu des adhérents. À tel point que même les partis politiques pactisaient avec lui pour les campagnes électorales et autres. En 2009, quand l'autorité du Nigeria va se rendre compte que c'est dangereux maintenant, ils ont décidé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Ils l'ont arrêté, il y a eu beaucoup de massacres et la lutte armée a suivi avec ses disciples Aboubakar Shekau. C'est Aboubakar Shekau aussi a été formé à l'Institut saoudien qui se trouve en Mauritanie. Après les attentats du 11 septembre, la Mauritanie avait fermé l'institut par peur, parce qu'ils savent que c'est un institut d'endoctrinement pour fabriquer une usine de fabrique des terroristes. Quelques années après, ils ont relancé les activités de l'institut. Au Nigeria toujours, je crois que ça doit être en 2013, il y avait un autre prédicateur religieux très influent qu'on appelle Ibrahim Zakzaki, je pense. Quand l'autorité a soupçonné qu'il y avait un lien entre lui et Hezbollah, directement ils ont décidé, parce qu'ils ont en esprit les cas de Mohamed Youssouf qui a engendré Boko Haram, ils ont décidé de l'arrêter. Il avait tellement de fidèles au Nigeria que c'était impensable qu'un État pouvait décider de l'arrêter. Ce sont 300 personnes qui ont été tuées suite aux manifestations que son arrestation a engendré. 300 morts, dont son fils. Je pense qu'il doit être toujours en prison ou il est mort en détention, je ne sais plus. Au Nigeria, ce phénomène a été constaté. Amadou Koufa, il était un marabout Peul qui pratiquait la branche islamique qu'on appelle Qadriya, qui s'oppose au salafisme qui conduit au terrorisme. Mais il a été approché par les gens de la Tabligh qu'on appelle Dawa, des gens qui se promènent entre les mosquées, soi-disant qu'ils appellent les gens à Dieu, à la foi. Ils font des sorties de 3 jours avec toi, sortie d'une semaine après, sortie de 1 mois, de 3 mois, puis sortie de 6 mois, même sortie de 1 an, où tu te retrouves au Pakistan, faire une préparation idéologique et militaire avant de revenir. C'est ce que Yad Dagali a suivi, et c'est le même processus
que Amadou Koufa a suivi pour revenir parler du djihad. Il s'était illustré par des prêches violents sur les antennes des radios où il s'en prenait aux autorités, dénonçait leur corruption, l'abus de justice. Les gens disent vraiment, il dit la vérité. On ne savait pas ce qui était derrière ça. Conséquence, en 2012, ils ont lancé leur djihad. Le Mali est encore en train de patauger dans les conséquences de cette action. Le Burkina et le Niger avec. C'est un réel défi. Tout est parti d'un imam. Au Nigeria, c'est parti des religieux. Au Mali, c'est parti des religieux. Burkina, Niger, même processus. Et partout dans le monde, c'est le même processus. Alors, nous avons au Burkina le cas des Zagzagui. Non, si mi abo farida ni taro bana. Ce n'est pas le fait de casser qui est le problème. Dans tous les pays du monde, on casse. Et même à notre niveau personnel, quand ta case est devenue obsolète, que tu veux construire une villa, tu casses. Donc casser, c'est dans la dynamique du développement. Mais quand on sait qu'on va casser, il faut reloger les gens, il faut les informer, il faut les dédommager, il faut leur permettre de se retrouver quelque part où ils vont vivre. On ne peut pas venir les surprendre et puis on casse les maisons, ça tombe sur leurs biens, ils savent pas où ils doivent aller se loger. Et ensuite, on choisit la période des saisons des pluies. Alors qu'on peut attendre la saison sèche. On peut informer les gens à l'avance, on peut organiser tout ça. Si vraiment on considère que ce sont des êtres humains qui sont en face, qu'ils ont droit à la dignité, ils ont droit à un minimum de respect. Et que c'est en leur nom que nous sommes là. Je pense que c'est une position qui est partagée par tous les partis et membres de la CAFSI sur le caractère inhumain de ces pratiques. C'est surtout ça, sur le cynisme avec lequel le gouvernement traite ses propres citoyens. C'est ça qui est malheureusement la réalité que nous refusons d'accepter, qui est malheureusement la réalité de ce pouvoir, qui ne travaille pas pour les Ivoiriens, qui travaille pour lui-même, pour son nom, pour son image. Donc tout ce qui... Et c'est pour cela que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire ne progresse pas, que la pauvreté ne recule pas, que la vie est chère et puis bon, personne ne s'en préoccupe, que rien n'est fait pour aider les Ivoiriens à mieux vivre, à avoir moins de soucis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains, selon l'OMS, où le taux de suicide est élevé. Est élevé. Les Ivoiriens se suicident plus que les autres Africains. Parce qu'ils ont trop de soucis, trop de problèmes. Personne ne s'en occupe. Tout a augmenté. Hier, en préparant cette
de conférence, j'ai échangé avec quelques camarades qui me disaient, mais et que c'est l'image d'ailleurs même que j'ai retenue, que même l'escargot, aujourd'hui on paye, je crois, 4 escargots à 10 000 francs. Les bananes, avant leur arrivée, on pouvait trouver même 4 régimes de bananes à 1000 francs. Mais aujourd'hui, si tu sors pas 5 000, 6 000, tu peux pas avoir ce qu'on gagnait avec 1000 francs hier. Or, ça, ce sont pas des produits manufacturés. C'est des produits qu'on doit couper en brousse. Alors, si ça augmente, et ceux même où on prend machine pour fabriquer. Et ça n'émeut pas le pouvoir du RHDP. Chaque fois que vous allez voir qu'ils investissent, c'est parce qu'ils gagnent dedans. Mon général, qu'est-ce que tu penses? Le président Ibrahim Traoré doit aller au Bénin. Oui, son excellence monsieur Roméa de Wadaï lui est invité au Bénin après sa visite au Burkina Faso. Donc son excellence le capitaine Ibrahim Traoré doit aller au Bénin parce qu'il a accepté l'invitation. Et il y a d'autres qui disent que non, c'est pas le moment. Il y a d'autres qui disent non, il peut aller. Et il y a beaucoup là qui n'est pas témoin. Mon général, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Moi, selon moi, à mon avis, selon moi, le général, ce que moi je vois pour le moment, je sais que si le président a accepté l'invitation, c'est les autorités de l'AES, on doit avoir confiance en eux. Ils savent ce qu'ils font. Parce que son excellence Ibrahim Traoré a rejeté ici l'invitation de Donald Trump. Donc c'est pas pour le président béninois qui ne peut pas rejeter. Mais s'il a accepté, c'est qu'on doit lui faire confiance. Voilà. Et moi, selon moi, ma décision, moi je voulais dire que quand même, on doit laisser le temps. On doit laisser la nature agir. La nature fait les choses d'elle-même. Ce qui veut dire quoi? Le nouveau président qui est au Bénin là, on doit voir ses actes. Parce que depuis qu'il est arrivé là, c'est un nouveau président, hein, il n'a pas encore posé d'actes concrets. Donc, on doit le voir dans le concret. On doit le voir poser des actes concrets qui prouvent que, vraiment, c'est ça maintenant qui va prouver que, on peut le faire confiance ou bien on peut placer notre foi en lui, on peut le faire confiance maintenant à 100%. Vous comprenez? Voilà, nous le peuple africain, c'est notre manière d'agir. Ibé là, on l'aime pas aujourd'hui quand il est arrivé dès que le pouvoir, non. C'est quand il a commencé à agir, c'est quand il a commencé à montrer que, il est prêt pour le peuple africain, que nous aussi on est derrière lui. Donc c'est pas quand Ibé a pris le pouvoir, maintenant on est derrière lui à l'ouest. Non, non, hein. On a laissé agir Ibé d'abord. Vous comprenez? Donc là, c'est la même chose comme le président Wadaï. C'est pas comme si moi je le déteste, non. Ça n'a rien à voir. Voilà. S'ils veulent se voir, c'est pour améliorer nos conditions de vie, notre situation. Pour que, il y ait des bonnes coopérations, il y ait la fraternité, cohésion sociale pour qu'on puisse vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, le peuple africain, on en a besoin vraiment. Vous comprenez? Voilà. Mais mine de rien, faut pas oublier qu'au Bénin, là, il y a la base militaire française. Il y a base militaire des Français là-bas. Qu'est-ce que il n'y a pas base militaire américaine là-bas? Vous comprenez? Pas parce qu'on a peur, mais on doit le laisser agir. Le nouveau président là, on doit le laisser faire. On doit le regarder comme ça, agir maintenant. Et puis maintenant, nous, on le suit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que mine de rien, là, lui et puis le président Talon, là, il n'y a pas une très grande différence d'abord. Hein. C'est vrai, lui, il a pris le pouvoir, il est très jeune plus que Talon. Il vient d'arriver, il a fait ses premiers pas, il a posé les vrais actes concrets. Voilà, il a rendu visite à ses voisins. Oui, c'est normal. Nous tous, on a aimé. On dit même, il va aller en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais entre lui et puis Talon, là, il n'y a pas une très grande différence en tant que tel pour le moment. Parce que lui, là, on n'a pas encore vu agir. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez la nature agir. Laissez la nature décrire le nouveau président, là, qui il est. S'il est différent de Talon, il est même chose comme Talon, il est comment, on va le savoir. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que Talon est un mauvais président. Non, hein. Je ne vous dis pas ici que Talon est mauvais. Ou bien Talon c'est un mauvais président. Si c'était un mauvais président, Wadaï ne pouvait pas venir au pouvoir aujourd'hui très jeune comme ça. Non, c'est pas un mauvais président. Voilà, mais moi, c'est ma manière de vous dire qu'on doit laisser la nature, montrer la nature aussi de Wadaï. Vous comprenez? On doit laisser la nature d'abord, montrer, décrire la nature de son excellence, le nouveau président du Bénin, M. Wadaï. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très profond, mais il faut comprendre. Donc, sincèrement, si c'était moi, j'étais le président Ibé, je n'allais pas me précipiter pour aller. Accepter l'invitation, c'est la meilleure chose, c'est la première choix. Et ça, c'est déjà très bien fait, très bon. Parce qu'il est venu chez toi et t'invite, tu ne peux pas refuser. Mais c'est moi qui choisis la date que je vais aller chez toi. Voilà, on est en juin 2026. Si moi je dis, bon, la date là, c'est moi qui choisis ma date. C'est moi qui viens là-bas. Je peux choisir la date en juin 2027. Ça fait 1 an.
Il va prendre les 1 an pour bien t'observer, pour te regarder, tout est fait, gestes, tout. Et puis maintenant, quand la date arrive là, je viens. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc si eux-mêmes ils ont accepté, on sait que ce ne sont pas des enfants. Voilà. C'est pas nous, on va les apprendre quelque chose. Eux-mêmes ils sont conscients plus que nous. Donc on les regarde. Voilà. D'après les djoulas, en biflet là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je crois que la situation en Tunisie, l'heure est grave. Je demande à tous les subsahariens de se rendre dans leur ambassade. Parce qu'il y a déjà des morts. C'est que les Tunisiens ont commencé. Il faut que nos États différents appliquent la réciprocité. Parce que c'est des gens qui déjà actuellement. Je ne sais pas s'ils ne voient pas. Ou bien c'est quand on doit parler de ça forcément pour qu'ils puissent savoir que c'est chaud. L'heure est grave en Tunisie actuellement. Les Tunisiens ont décidé de déjà les subsahariens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la couleur de peau, soi-disant qu'ils essaient de prendre leur commerce. Donc actuellement là, que chaque citoyen, chaque ressortissant aille devant son ambassade. C'est ce que je peux vous dire. Parce que l'heure n'est même plus à faire de réfléchir pour dire non, je suis bien ici. Quittez les maisons, allez auprès de vos ambassades afin que vous puissiez rentrer. C'est la seule solution que je peux vous donner. Parce qu'actuellement là, ils sont en train de traquer tous les subsahariens en Tunisie. L'heure est grave. Commencez à contacter vos ambassades afin qu'ils puissent prendre des rendez-vous ou des mesures adéquates pour que vous soyez en liberté. Sinon, si vous restez dans les maisons, ils vont venir vous dire un matin. C'est dans cercueil que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire ou bien vous allez rentrer au Mali. Donc, rendez-vous auprès de vos ambassades. Maintenant, ce qui va se passer là, il faut que nos États aussi appliquent cette réciprocité de chasser tous les Tunisiens qui sont dans les différents pays. C'est le vrai point, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on ne peut pas accepter que les Tunisiens chassent les Ivoiriens et les Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez compris le message. Les gens de la Tunisie qui sont en train de m'envoyer des messages généraux, il faut mobiliser tous les blogueurs. On nous maltraite en Tunisie, là, ne m'envoyez plus des messages. Ils n'ont qu'à vous djao, ils n'ont qu'à vous maltraiter, ils n'ont qu'à vous babougo. J'en ai rien à foutre. C'est bon, le volume est clair, c'est parfait, c'est bien entendu. Vous êtes bête ou bien quoi? Comment ces idiots là? On vous a prévenu de ne pas aller dans ce pays de merde. On a mobilisé le peuple de Côte d'Ivoire. L'État a mené 2 fois des avions. Première fois, vous n'avez pas pris. Vous êtes venus vous plaindre encore. Oh, on nous maltraite. On s'est mobilisé encore. Vous n'êtes pas venus. D'autres encore bêtes qu'ils sont, on les a blagués, ils sont allés là-bas. Vous allez lire. Nous, on n'a plus le temps. Actuellement, là, on est passé à autre chose. Donc, gérez-vous. Les bâtards aussi qui prennent la route pour dire, oh, général, on est bloqué au Niger. Voyez l'État de Côte d'Ivoire venir nous chercher là. Vous allez lire. Il va bien. Quelqu'un n'est pas amené, mais c'est encore pour me déranger. Les maudits là. On vous demande d'aller dans vos villages faire plantation. Vous voulez forcément rentrer dans Bengue. Vous allez lire. Ils n'ont qu'à vous tuer. Nous, on s'en fout. On est fatigué. Restez là-bas. On s'en fout. Vous avez décidé que vos pays là, ce n'est rien. Vous préférez vivre en Tunisie. Alors, vivez avec eux. Acceptez ce qu'ils vous font. Acceptez ça. Maintenant, celui qui est fatigué là, il va prendre la route, il va sortir. Celui qui est fatigué là, si tu es fatigué maintenant là, tu vas prendre la route, tu vas sortir. La route n'est pas fermée. Hein. Tu peux rester en Tunisie, tu vas rentrer en Algérie. Et puis tu vas te retourner chez toi. Hein? Il y a la route de Tunisie en Algérie. Tu vas retourner chez toi. Il y a la route de Tunisie en Libye. Tu vas retourner chez toi. Il y a la route de Tunisie jusqu'au Maroc. Tu vas retourner chez toi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vous jouer aux victimes. En chaque jour que Dieu fait, c'est vous qui vous victimisez. On nous fait ça, on nous tue. Les Tunisiens nous font ça. Vous voyez, les Tunisiens nous ont pris. Ils nous ont envoyés ici. Les Algériens nous ont pris. Ils n'ont qu'à vous tuer. Ils n'ont qu'à vous tuer. On est fatigué pour vous là maintenant. Les personnes noires de quartier arrêtez tout de suite d'être amies avec des personnes maghrébines ou de côtoyer des personnes maghrébines de quartier. Alors je précise que cette vidéo, c'est absolument pas pour faire de dénigrement ou de haine ou autre ou ainsi de suite, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Et vous allez voir qu'en général, les personnes noires qui ne côtoient pas des personnes maghrébines, ça va très bien dans notre vie, il n'y a pas de soucis et franchement, je vois pas pourquoi on est toujours obligé de coller les Noirs et les Arabes. Je précise bien entendu que je parle uniquement des personnes maghrébines de quartier parce que vous allez vous rendre compte que les personnes maghrébines qui sont dans les quartiers résidentiels, qui ont réussi dans leur vie, ou soit les personnes maghrébines qui sont apostats ou qui sont chrétiens, c'est totalement le jour et la nuit. Et
je suis contente de parler avec des personnes comme ça parce que ça me permet d'avoir une autre vision sur les personnes maghrébines et je vous en remercie encore. Alors moi, je vais vraiment me concentrer sur les personnes maghrébines de quartier. Le problème, c'est que leurs parents les éduquent à avoir des éducations comme ça, c'est-à-dire de sortir dans les rues, de tout casser, d'avoir un esprit en fait de revanche envers la France, et leurs parents les éduquent à avoir une certaine détestation de la France. Ils sont venus en France, mais pour pondre des enfants et pour en fait qu'ils puissent détester la France. C'est totalement étrange. Et vous allez voir que en général, les personnes noires qui sont dans les quartiers et qui se comportent comme des racailles, ce sont des personnes noires qui traînent avec des personnes maghrébines de quartier. Parce qu'il faut savoir que nous, en tout cas chez les personnes africaines, d'Afrique subsaharienne, dans notre éducation, c'est très strict. Il n'y a pas d'histoire de traîner en bas des bâtiments, de mal parler à un professeur, de mal parler à une autorité. C'est vraiment très très strict. Et les parents qui laissent faire ça, ce sont des parents démissionnaires, ce sont des parents qui ont abandonné leur éducation, et ce sont même des parents africains, vous allez voir, qui se sont fait laver le cerveau par des personnes en fait maghrébines dans des quartiers, et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Mais vous allez voir qu'en général, les personnes maghrébines de quartier détestent les personnes comme moi parce qu'on dit la vérité. Moi, si je parle en fait de ma vie personnelle, ça fait des lustres que je ne parle plus à des personnes maghrébines. Les seules personnes maghrébines à qui je parle, c'est sur les réseaux sociaux. C'est des personnes maghrébines qui ont réussi dans leur vie, qui sont chrétiens, qui sont apostats ou qui habitent dans des quartiers résidentiels. C'est pour ça que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Vous savez, la fois où j'ai coupé totalement contact avec ces personnes-là, c'est lorsque j'avais des amis qui étaient d'origine maghrébine et qui m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de négrophobie au Maghreb, que c'était totalement faux, qu'on jetait les migrants qui étaient noirs dans les déserts. Alors là, je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai tout supprimé, je les ai tous bloqués, voilà, hasta la vista, bye bye, j'ai tout bloqué. En fait, c'est comme ça que vous devez réagir. Vous ne devez jamais, jamais laisser passer des comportements comme ça. Donc, soit c'est vous continuez à traîner avec des personnes maghrébines de quartier et vous allez apporter des problèmes à vos familles et qui malheureusement de toute façon c'est de leur faute parce que ils vous éduquent en fait à traîner avec ces personnes-là, ou soit en fait vous réagissez et vous prenez conscience que oui, effectivement, vous devez arrêter de faire ça. Des personnes, en fait, vous allez voir, moi je sais pertinemment, je les connais par cœur, je sais très bien comment est leur comportement. Ils vont arriver dans la case de commentaires, et comme en fait ces personnes-là prennent les noirs comme si c'était leurs esclaves, comme si c'était leur bouclier, ils vont vous expliquer, non mais cette fille dans cette vidéo dit n'importe quoi, non mais il faut pas l'écouter, non mais elle est islamophobe. Voilà, c'est toujours les mêmes arguments. Qui vous a dit que parce que ces personnes-là se retrouvent dans des quartiers qui sont obligés de se côtoyer, qui sont obligés d'être amis? Qui vous a dit ça? C'est ça en fait le problème des quartiers. Le problème des quartiers, c'est que vous banalisez le racisme, vous banalisez la délinquance, et en plus de ça, les Noirs doivent vous soutenir dans la délinquance. Donc je vous le redis encore, c'est soit vous réagissez, soit en fait vous restez comme vous êtes, et malheureusement, et vous n'allez faire que de faire monter l'extrême droite, et bien entendu, c'est une très bonne publicité, et je vous en remercie. Mais voilà, en tout cas, moi, je fais cette vidéo à titre préventif parce que il faut éveiller certaines consciences, et même si ça fait mal, il faut accepter certaines vérités. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.